Et c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12, le dossier avec Louis Graverand, président de la CLCV de Saint-Malo. Bienvenue Louis Graverand derrière ce micro. Bonjour Monsieur Navarre, toujours heureux de vous revoir. Eh bien moi de même. Alors il est vrai qu'aujourd'hui vous allez nous parler des différents contrats pour construire. Oui, alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire construire ? C'est un terme très générique. Eh oui. Alors ça accepte plusieurs concepts. C'est faire des petits travaux chez soi, faire de la peinture, agrandir une pièce, refaire un carrelage, créer une extension de maison, construire sa maison et de quelle manière, ou acheter un bien en l'état futur d'achèvement. Tout ça, c'est, entre guillemets, rassemblé sous le mot générique de construire. Alors maintenant, il faut rentrer un peu plus dans le détail. Alors, nous avons vu il y a 15 jours, donc le 9 novembre, pour ceux qui nous écoutent, les petits travaux, c'est le cas général qui est le plus simple. Les travaux plus importants sous la houlette d'un maître d'œuvre, c'est le contrat de maîtrise d'œuvre. Ça, on en a parlé. Alors, un petit rappel de choses incontournables, quoi qu'il arrive, quel que soit le contrat, et c'est valable pour ça et pour bien d'autres choses, l'achat d'une voiture, etc. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Bien lire avant de signer quoi que ce soit. Une fois qu'on a signé, comme on dit, signer, c'est signer. On ne peut plus revenir en arrière, et bien souvent il est trop tard, et quand on demande des explications, quand on en a, eh ben, c'est pas celle qu'on attendait. Il vaut mieux poser les questions avant, si on a besoin d'éclaircissement. Les questions, il faut les poser avant. Alors maintenant, on va voir, si vous voulez bien, il y a deux types de contrats qui nous restent à voir. Le contrat de constructeur de maisons individuelles, ce qu'on appelle vulgairement CCMI, et puis le contrat en VFA, en clair, ça veut dire la vente en l'état futur d'achèvement. Alors, un petit rappel pour la définition des noms, parce que l'expérience me prouve que les gens confondent tout. Le maître d'ouvrage, par définition, c'est le client. Le maître d'œuvre, c'est celui qui organise la prestation. Et le locateur d'ouvrage, c'est un mot qu'on n'entend pas, le locateur d'ouvrage, c'est l'entreprise. Voilà, voilà les rappels qu'il y a lieu de faire. Mais c'est important de savoir qui fait quoi, hein, voilà. Effectivement. Vous allez tout d'abord nous parler, Louis Graverand, du contrat de constructeur de maisons individuelles. Alors, vulgairement, le CCMI. Alors, vous êtes le client. Le maître d'ouvrage, c'est le CCMI. C'est-à-dire, c'est lui qui passe commande et qui construit. Et alors, il ne construit pas pour lui-même. Ça a une importance derrière, on va le voir. Et le locateur d'ouvrage, c'est l'entreprise qui travaille comme mandaté par le constructeur de maisons individuelles ou un sous-traitant d'une autre entreprise. En tout cas, c'est la partie vraiment opérationnelle sur le terrain, hein, en fait, sur le chantier. Voilà. Donc, en fait, le contrat de CCMI, donc constructeur de maisons individuelles, c'est un contrat entre un constructeur et une personne physique et morale qui est le maître d'ouvrage, étant donné que le CCMI ne construit pas pour lui-même. Alors, premier principe, l'acquéreur est responsable du terrain. C'est lui qui choisit le terrain, qui doit s'assurer qu'il est conforme, etc. Mais dans le contrat qu'on va avoir avec le constructeur de maisons individuelles, il y a une notion qui est importante et préalable à la signature du contrat, c'est l'assurance dommage-ouvrage obligatoire. Un constructeur ne construisant pas pour lui-même a l'obligation de souscrire une police d'assurance dommage-ouvrage. Mais dans le contrat, il y a deux petites coches à caser. La première, c'est le constructeur de maison individuelle souscrit la police d'assurance dommage-ouvrage. Le deuxième choix, c'est le client choisit de s'assurer en dommage-ouvrage. Ce qui dégage le constructeur de responsabilité de ce côté-là. Et on ne peut pas lui en vouloir, puisqu'il a construit pour autrui, il a l'obligation, mais son client a dit « je m'en charge ». L'inconvénient de choisir soi-même la dommage-ouvrage, c'est que pour une maison individuelle, on va la payer entre 5 et 6 000 euros, alors que le constructeur de maison individuelle, lui, bénéficie d'un contrat de groupe. Comme il en fait 10 ou 15 par an avec son assureur, il a négocié un prix et c'est aux alentours de 3 000 euros, ça peut varier. Donc on a tout intérêt à l'inclure dans le prix et à cocher la bonne case. Ok.
On pense faire une économie en ne signant pas, en ne prenant pas de dommages ouvrages. C'est aux risques et périls. Le jour où il y a un litige, tout le monde se renvoie la balle et puis ça peut durer 1, 2 ans ou 3 ans en procédure. Alors que l'avantage de la dommage ouvrage, une fois que le dommage est constaté et qu'il est pris en charge par l'assurance, dans les 90 jours ou maximum 120 jours, on est indemnisé, peu importe le responsable. Le client touche l'argent pour faire les travaux. Donc c'est pas indispensable, mais c'est fortement recommandé. Ok. Et puis il faut aussi se prémunir du fait suivant, c'est que le constructeur de maison individuelle, il peut mettre la clé sous la porte du jour au lendemain. Donc il faut avoir une garantie dans le contrat que il a souscrit une police pour laquelle un repreneur peut intervenir. Voilà. Ce qui assure la continuité aussi des donc, travaux et au niveau, les clauses financières. Voilà. Ouais. Donc l'assureur ou l'assureur ou je ne sais pas qui désignera un nouveau promoteur pour prendre la suite au même prix. Donc le client aura sa maison construite in fine. Sa maison construite comme grâce c'était prévu. Grâce à cette signature et cette clause. Alors avec un peu de décalage parce que le temps de faire les procédures. Bien entendu. Voilà, donc ça c'est un peu le chapeau. Donc c'est très important. Après ça, le constructeur de maison individuelle, il a la charge de s'occuper des opérations préalables au début des travaux. Alors, le permis de construire, la déclaration de travaux. Il définit la durée du chantier, il définit le coût des prestations et les charges du constructeur incluses dans le coût de la prestation. Il faut savoir, en gros, un constructeur de maison individuelle, il a une marge de 35%. Ça ne veut pas dire qu'il a 35% dans sa poche. Parce que dedans, il paye ses salariés, il va payer le dossier de toute sa promotion, sa publicité, la communication, toutes ses charges. Donc en fait, il n'a pas 35%. On entend bien. C'est grosso modo. Alors ce chiffre est important, mais il ne faut pas se dire, il s'en met plein la poche, il en a. C'est sûr qu'ils gagnent leur vie, ça c'est sûr. Sinon, ils ne seraient pas là. Alors, définir la durée du chantier, et c'est simplement... Et puis, alors, il a aussi à faire ce qu'on appelle une notice descriptive sommaire. C'est là qu'il faut faire attention. Et il procède aux opérations de réception avec le client. Et là aussi, il faut faire attention. Alors, la notice descriptive sommaire, elle tient en 3 pages. Quand on prend un architecte ou un maître d'œuvre qui fait correctement son travail, j'entends bien, s'il y en a qui font ça en 2-3 pages, un notice descriptive pour une maison, ça tient entre 30 et 50 pages. Et donc, ça, c'est bon signe, justement, quand il y a ce nombre de pages. Ça, c'est bon signe. Oui. Ça, c'est bon signe. Parce que tout est décrit. Ce qu'on risque d'avoir, c'est que la notice descriptive, elle est très... détaillée. Non, la notice descriptive du constructeur de maison individuelle, elle est sommaire. Mais comme son nom l'indique, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est dans les grandes lignes. Les grandes lignes. J'ai une couverture en ardoise de synthèse, mais on ne sait pas... il n'y a pas plus d'informations sur la nature de cette ardoise. Si on a une ardoise naturelle, on n'a pas plus d'informations. Donc on vous donne... c'est comme dans les lave-vaisselle. Hein, on a le lave-vaisselle qui a un certain prix, qui est de haute qualité, et puis on a celui qui est bas de gamme, qui consomme énormément, etc. Donc là, il faut poser des questions. Et les questions, il faut les poser verbalement peut-être, mais surtout confirmées par un écrit, en demandant une réponse et en faisant pression sur le constructeur que s'il ne répond pas, à la limite, on ne signe pas le contrat. Bah oui. C'est, une fois qu'on a signé le contrat, c'est râpé. Imaginons que les ardoises rouillent au bout de 7-8 ans. On peut pas se retourner contre le constructeur parce qu'il a mis une catégorie d'ardoise qui permet de rouiller. En revanche, en amont, si on s'informe... Si on met une classe d'ardoise bien définie, qui n'accepte pas la rouille, là, le constructeur est en première ligne et c'est lui... Alors, c'est plus de la dommage ouvrage, c'est du contractuel. Il devra une couverture conforme. Donc il faut faire... Alors c'est valable pour les menuiseries, c'est valable pour une pompe à chaleur, il y a 36 modèles, il y a toutes les puissances possibles et imaginables, c'est valable pour tous les corps de métier. Alors l'isolation, etc. Alors la réception des travaux,
c'est le constructeur de maisons individuelles qui propose au client la réception des travaux. Normalement, il doit le faire par lettre commandée 15 jours avant. Après ça, il y a des amodiations possibles. Si on est d'accord, on peut faire autrement. Mais le mieux, c'est quand même d'écrire derrière. Je suis d'accord pour faire la réception tel jour. Alors, dans ce PV, on s'adresse par définition à un non professionnel. Je suis monsieur tout le monde. J'ai acheté une maison clé en main par un constructeur. Je vois que la fenêtre, elle est peinte en bleu alors qu'elle doit être peinte en vert. Je le marque en réserve. Par contre, si la gaine de VMC dans le comble n'est pas branchée, je ne peux pas le voir, on m'en en fera pas le reproche. Voilà, donc c'est tout ce qui est visible. Or, on se trouve souvent avec les constructeurs qui sont un peu malveillants sur le dilemme suivant. Ah ben monsieur, puisque vous ne voulez pas faire la réception, il y a trop de réserves, eh ben je ne vous donne pas les clés. Quand on est acquéreur, en général, il arrive souvent qu'on fait la réception des travaux à 9h du matin et le camion de déménagement, il est là à 14h. Donc, si le promoteur vous dit, le constructeur vous dit, vous aurez les clés dans 8 jours, entre guillemets, vous êtes mal. Oui, c'est sûr. Voilà. Il va falloir compter pendant ce temps. Donc, le législateur a trouvé une parade. On marque ce qu'on veut ou ce qu'on peut mettre pour avoir les clés. Et après ça, le législateur a prévu que le client avait 7 jours calendaires pour pouvoir émettre des réserves par lettre commandée avec accusé de réception. Pas de mail, pas de SMS. C'est que la lettre recommandée avec accusé de réception qui fait foi. Le reste est sans valeur. Okay. C'est-à-dire que si on le fait avec un SMS, tout ce qu'on a marqué, c'est comme si on l'avait mis à la poubelle. Ça, c'est important. Ouais. Alors ça, c'est important. Et à ce moment-là, on peut réserver tout ou partie des 5% qui sont dus à la réception des travaux. Donc ces 5%, ils sont prévus pour traiter des malfaçons. Donc si on a la peinture d'une porte qui n'est pas de la même couleur, on retire 200 balles. Par contre, s'il y a on peut aller jusqu'à 5%. Et ces 5%, moi je conseille de les mettre sur un compte séquestre. Alors là, on va voir son banquier. Pour la simple raison, c'est que même si on a raison, le constructeur de maison individuelle pourra dire « Vous ne voulez pas me payer parce que vous n'avez pas l'argent ». Tandis que si on le met sur un compte séquestre, on sait qu'on a l'argent parce qu'on ne peut pas s'en servir, on l'a bloqué. Et 2, c'est un compte en principe qui ne rapporte pas d'argent, donc on ne peut pas avoir d'enrichissement sans cause. Voilà. Donc, mais ça, tout ça, c'est important. Donc, donc, on revient toujours à la même chose. Principe de base, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas écrit n'est pas dû. Eh oui. Voilà. Et c'est simplement ce qui a été signé, c'est-à-dire le contrat, il faut signer les plans, il faut signer la notice descriptive, et moi je conseille en plus non de signer en bas de la dernière page, mais de parapher toutes les pages, y compris les plans. Parce qu'on peut très bien avoir un autre plan qui arrive à la place d'un autre, voilà. Et chaque fois que... il est quelquefois intéressant, quand on veut faire des modifications, de les faire une fois avoir réceptionné les ouvrages que de les faire pendant. Je prends l'exemple d'une porte. Le constructeur, c'est là où il fait son gras, entre guillemets, et quelquefois ça coûte moins cher de faire les travaux après, de casser, mais de refaire les travaux, ça coûte moins cher que de les faire pendant. Ça, on n'y pense pas, on croit que, mais on n'est pas toujours gagnant. Voilà. Donc le constructeur, il a l'obligation de choisir le terrain, d'avoir la conformité du plan de la maison sur les règles d'urbanisme, c'est-à-dire plan d'occupation des sols ou PLU, les règlements d'urbanisme, etc. Et puis les règles de l'art. Le prix global du projet et les modalités de sa révision s'il y en a une. Alors il faut bien faire attention, c'est des petites cases qu'il faut cocher et ça, il faut bien les lire.
le prix est non révisable ou le prix est révisable suivant l'indice numérotant. La conjoncture économique, le prix des matières premières. Voilà, le prix des matières. En général, c'est indexé suivant l'index BT01, c'est l'index général du bâtiment. Mais ça, il faut bien regarder parce qu'après ça, il y a les révisions de prix qui courent. Et puis, par les temps qui courent, ça peut grimper. Moi, j'ai vu en 73, les variations de prix, c'était entre 18 et 20%. Donc, quand on a budgété 100 000 euros pour une maison et qu'on se retrouve au bout à payer 120 000, il faut sortir les 20 000 qui restent. On se demande comment on va faire. Quand il y a eu le choc pétrolier, notamment, c'est ça? Il y a 73, ouais. C'était au moment du choc pétrolier. Et l'incidence que ça a eu, effectivement. Les modalités de financement également, Louis Graveran, il faut... Alors, on rappelle dans ces modalités. Alors, normalement, dans le contrat de construction, il y a l'échelonnement des paiements. Alors, il y a X% à la signature de contrat, 30% quand on est hors d'eau, c'est-à-dire quand on a la maison clos et couvert. Et puis, 75, je crois que ça, c'est 75... 5% à l'ouverture du contrat, 30% quand on a tous les papiers, 75% quand on est hors d'eau, 95% quand le second œuvre est terminé, et il reste 5% pour les opérations à la réception. Mais ça, il faut bien le vérifier parce que ça peut changer, puisque c'est contractuel, on peut très bien le modifier. Voilà. Les délais d'exécution, il faut absolument que ça soit marqué, et il faut aussi que la date de départ soit portée. Alors, elle n'est pas en jour calendaire, c'est pas le 2 juin 1996, c'est 2 mois après l'obtention de tel document administratif. Parce que ça, on ne gère pas forcément. Il faut faire attention que bien souvent, et là, quand on a défini un contrat en général en 12 mois, le constructeur a tendance à dire si je peux gratter un mois, donc on fait les travaux préparatoires, on creuse, on fait les trous, on fait les tranchées, etc. Et on fait démarrer le contrat après. Ça fait partie du contrat. Voilà. Alors ce que je vous propose, Louis Graveran, puisque l'heure a vite avancé, qu'on se retrouve dans 15 jours pour parler de la vente en l'état de futur achèvement, si vous le voulez bien. D'accord. On aura plus de temps pour les auditrices et les auditeurs pour développer tout ce que vous venez de faire. Je vous remercie vraiment pour cet éclairage concernant cette première partie du contrat de constructeur de maisons individuelles. Je précise aux auditrices et aux auditeurs que la vidéo qui est donc enregistré aujourd'hui, est disponible sur la chaîne YouTube de Radio Parole de Vie. Et je sais que vous aussi, au sein de la CLCV de Saint-Malo, vous diffusez cette information. Alors, puisque j'ai encore 2 minutes, une des prochaines discussions comme ça à bâton rompu, on fera les assurances indispensables et qu'est-ce qu'il y a dans l'assurance. Et puis, ultérieurement, un volet suivant, quand on a un dégât des eaux, qu'est-ce qu'on fait? Et dans quel cas? Alors, il y a plusieurs cas de figure, on prendra tous les cas de figure, il y a des principes très simples qui ne sont pas évidents, mais voilà. Donc, l'expérience nous prouve qu'à la CLCV, quand les gens ont un dégât des eaux, ils n'ont pas le bon réflexe, ils n'ont pas forcément les bons réflexes. Et ce sera l'occasion l'occasion d'en parler à ce moment-là. De les dévoiler. Merci beaucoup, Louis Graveran, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes président de la CLCV de Saint-Malo. Et on vous retrouve donc dans 15 jours pour voir cette deuxième partie des différents contrats pour construire. Monsieur Nava, ça sera avec grand plaisir. Donc rendez-vous dans 15 jours. C'est noté. À bientôt. Au revoir, Monsieur Graveran.